Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la combustion et les enjeux de société. Tout d'abord, revenons sur la notion de réaction de combustion. Il y a forcément un combustible qui a la propriété de brûler en présence d'un autre réactif qu'on appelle le comburant. Comme combustible, on peut utiliser le charbon de bois, le charbon qui correspond à du carbone, le bois, les carburants, le bioéthanol ou encore le butane qui est le gaz de ville. De manière générale, toutes les molécules organiques, molécules contenant principalement du carbone et de l'hydrogène, sont des combustibles. Deux familles de molécules organiques sont très utilisées en tant que combustibles, les alcanes, comme le butane, le méthane, et les alcools, notamment comme le bioéthanol. Le comburant est en général du dioxygène. Cette réaction va former des produits, du CO2 et de l'eau, et libère toujours de l'énergie. Cette énergie est utilisée dans les voitures thermiques pour faire avancer la voiture, à la maison lorsque vous chauffez votre combustible, vous pouvez chauffer votre maison, etc. Que se passe-t-il exactement? Que se passe-t-il d'un point de vue chimique lors de la combustion du méthane? Si on place un Erlenmeyer au-dessus des flammes, très vite, il va se recouvrir de buée à l'intérieur, ce qui prouve qu'il se forme de l'eau lors de la combustion du méthane. On place à nouveau un Erlenmeyer au-dessus des flammes, on retourne l'Erlenmeyer, on y ajoute de l'eau de chaud et elle se trouble. On en conclut qu'il se forme du dioxyde de carbone. Le méthane est consommé, donc il disparaît. Le méthane sort du brûleur, le dioxygène est présent dans l'air. Lorsque le méthane rencontre le dioxygène à très haute température, la combustion se produit. On voit qu'il se forme des molécules d'eau et des molécules de dioxyde de carbone. Si on met un récipient au-dessus de la flamme, les molécules d'eau vont venir se condenser sur les parois à l'intérieur du récipient. L'eau devient visible parce qu'il se forme de la buée et le dioxyde de carbone va permettre de troubler l'eau de chaux. On voit que lors de la combustion du méthane, le méthane et le dioxygène disparaissent et sont remplacés par le dioxyde de carbone et l'eau. S'il y a suffisamment de dioxygène, la réaction sera complète. Elle ne produira alors que du dioxyde de carbone et de l'eau, comme dans l'animation. Il n'y aura pas de formation de carbone ni de monoxyde de carbone. Dans le cas général, on écrira l'équation de la manière indiquée, CXHYOZ étant la formule générale du combustible, Z pouvant être égal à 0, et à ce moment-là, on aura un combustible qui sera un alcane, il n'y aura donc que des carbones et des hydrogènes. Voilà les équations complètes pour les alcanes et pour les alcools. Évidemment, elles ne sont pas à savoir par cœur, mais il faudra pouvoir les retrouver. Maintenant qu'on a revu l'équation d'une combustion complète, on peut s'intéresser à son aspect énergétique. Une réaction de combustion libère toujours de l'énergie, donc l'énergie de combustion est exothermique. Donc, je vous rappelle que lorsque un système reçoit de l'énergie, l'énergie est positive, donc ça ce sera endothermique, et lorsque le système cède de l'énergie est négative et la réaction est exothermique. Donc, on peut la déterminer de deux manières différentes, soit à partir de l'énergie molaire de combustion, qui correspond à l'énergie libérée par une mole de combustible. L'énergie molaire de combustion est bien entendu négative, et connaissant la quantité de matière N de combustible, on pourra alors calculer la quantité d'énergie totale libérée au cours de la réaction, en faisant N fois l'énergie de combustion. On peut aussi utiliser le pouvoir
calorifique, noté PC, qui correspond à l'énergie libérée par 1 kg de combustible cette fois-ci. Par convention, le pouvoir calorifique est une valeur positive, donc, connaissant la masse de combustible, on pourra déterminer la quantité d'énergie qui sera libérée. Par contre, on mettra un signe moins, car le pouvoir calorifique est compté positivement et que l'énergie libérée au cours de la réaction, elle est comptée négativement. Voyons maintenant ce qui se passe d'un point de vue microscopique pour déterminer l'énergie molaire de combustion. Toujours dans le cas de la combustion du méthane, pour former du dioxyde de carbone et de l'eau, des liaisons doivent être rompues et d'autres doivent être formées. Plus précisément, des liaisons CH pour le méthane et des doubles liaisons OO pour le dioxygène sont rompues, alors que des liaisons CO et OH vont être formées. Donc, on identifie les réactifs et les produits, et on peut alors écrire une équation de réaction chimique soit avec les modèles moléculaires, vous avez en haut le modèle du méthane plus le dioxygène qui donne du CO2 et de l'eau, ou on peut écrire ça avec les formules, ce qui donne CH4 gazeux plus O2 donne CO2 plus H2O. Pour conserver le nombre d'atomes de part et d'autre, il ne faut pas oublier d'équilibrer l'équation, d'ajuster avec des coefficients stoichiométriques. Et comme on a ce qu'on appelle une réaction totale, eh ben, on mettra une flèche. Vous verrez ça plus précisément l'an prochain. Donc, ce qui se traduit à ce moment-là par une mole de CH4 réagit avec 2 moles de O2 pour donner 1 mole de CO2 et 2 moles d'eau. Il faudra bien s'assurer que le coefficient stoichiométrique placé devant le combustible, ici c'est le méthane, CH4, soit égal à 1 dans l'équation pour pouvoir déterminer correctement la valeur de l'énergie molaire de combustion. On envisage ensuite un processus hypothétique au cours duquel toutes les liaisons des réactifs sont rompues pour donner des atomes isolés. À partir de ces atomes isolés vont ensuite se former les liaisons des produits, le dioxyde de carbone et les molécules d'eau. La rupture d'une liaison covalente nécessite un apport d'énergie au système chimique, alors que la formation d'une liaison covalente va libérer de l'énergie. Voilà pourquoi le bilan des énergies des liaisons rompues et formées va permettre d'évaluer l'énergie molaire. Donc, on va additionner l'énergie à apporter moins l'énergie perdue lors de la formation d'une liaison et on obtient à ce moment-là l'énergie transférée lors de la combustion. Ce qui se traduit par la relation suivante. L'énergie molaire de combustion est égale à la somme des énergies des liaisons rompues moins la somme des énergies des liaisons formées. Alors, nous pouvons montrer un exemple en définissant d'abord ce qu'on appelle l'énergie molaire de liaison. C'est la quantité d'énergie nécessaire pour rompre ou créer la liaison chimique d'une mole de molécule AB. Donc, voilà, vous aurez donc une table dans laquelle on vous donnera l'énergie molaire de liaison pour la liaison CH, CO, etc. Et donc, on va faire ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va calculer l'énergie de combustion. Ce sera la somme des énergies de liaison pour les réactifs, c'est la flèche rouge, moins la somme des énergies de liaison des produits. Donc ici, on regarde, on a affaire à 2 liaisons OO,
ce sont des doubles liaisons. 4 liaisons CH ici, ça ce sont pour les réactifs. Et pour les produits, 2 doubles liaisons ici CO et 2 liaisons OH ici pour cette molécule et encore 2 fois là. Donc ce qui donne ici 4 fois CH ici, plus 2 fois OO, et après on retranche pour les produits, 2 liaisons CO ici, et 4 OH. Donc si on prend les chiffres dans la table, ça donne 4 fois 413, plus 2 fois 498, moins 2 fois 798, plus 4 fois 463. Et on trouve bien une énergie de combustion négative, moins 800 kJ. Attention, ce sont des kilojoules par mol. Pour terminer ce chapitre, intéressons-nous maintenant aux enjeux sociétaux. De l'énergie, on en a besoin tous les jours et partout. À la maison, pour se chauffer ou pour s'éclairer. En ville, pour se déplacer, ou encore dans nos usines pour faire fonctionner les machines. Depuis la révolution industrielle, le nombre d'habitants sur Terre a été multiplié par 7. Parallèlement, la consommation moyenne d'énergie par habitant a elle aussi été multipliée par 7. Résultat, la consommation mondiale d'énergie a été multipliée par près de 50. Aujourd'hui dans le monde, 80% de cette énergie provient des énergies fossiles, c'est-à-dire riches en carbone. C'est le pétrole, le charbon, le gaz naturel. Elles sont bien réparties sur la Terre et bénéficient d'un rendement énergétique élevé. Mais attention, ces énergies diminuent petit à petit, même si de nouveaux gisements sont découverts, car leur renouvellement nécessite plusieurs dizaines de millions d'années. Autre problème, l'utilisation de ces énergies, et particulièrement leur combustion, contribue fortement à l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre. En effet, pour produire de l'électricité ou de la chaleur, les énergies fossiles émettent du dioxyde de carbone, CO2. Cela accélère les changements climatiques, avec comme conséquence une augmentation du niveau des mers ou l'accentuation des phénomènes extrêmes comme les ouragans. Dernier souci, la France n'a que peu d'énergie fossile sur son territoire. On les achète à l'étranger et ça coûte cher. Alors, pour demain, il faut vraiment penser à notre sécurité d'approvisionnement et exploiter nos propres sources d'énergie. Il faut donc adopter un nouveau système énergétique. Moins de gaspillage, plus d'efficacité énergétique et plus d'énergie renouvelable. Tout ça avec pour objectif de maintenir un coût abordable pour le consommateur et les entreprises. Que faut-il retenir? Il faut savoir définir une combustion et que c'est une réaction exothermique et savoir calculer l'énergie de cette réaction. Savoir modéliser une combustion, alors que ce soit à partir d'un alcane, d'un alcool. Il faut savoir évaluer l'énergie molaire de combustion grâce aux liaisons rompues, aux liaisons créées. Et il faut avoir une idée des enjeux de société sur la consommation pour nos transports, etc. Et de quelle manière pouvons-nous améliorer l'efficacité énergétique et grâce à des systèmes de production plus performants, maîtriser la demande énergétique par un comportement plus responsable, développer les énergies renouvelables comme la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, pourquoi pas utiliser le bioéthanol, et ce qu'on peut faire avec la biomasse, le dioxygène, notamment dans le secteur des transports. Et il faudra répondre aux besoins énergétiques et réduire l'impact environnemental. Merci de votre attention et à bientôt.